Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Nous allons vous présenter les résultats du premier semestre. Vous connaissez tous Pierre-Jean Sévignon, naturellement. Je rappelle que Jérôme Bédier, ici présent, est également directeur général délégué, que ces deux collaborateurs se sont partagés depuis un certain temps la supervision opérationnelle de l'entreprise, puisque Pierre-Jean suit l'Amérique du Sud, l'Espagne et l'Italie, Jérôme la France et la Chine pour mon compte. Il y en a un troisième qui n'est pas là, dont on parle en général insuffisamment parce qu'il est plus discret, qui s'appelle Gérard Lavinet et qui suit les affaires des autres pays. Alors soyez les bienvenus, premier semestre de l'année 2016. Ce qu'on peut en dire, je crois que c'est pour le moins une réalité, c'est un semestre qui a été quand même relativement perturbé par des éléments exogènes à notre activité, tout le monde le sait. Nous avons vécu quelques mois plus compliqués qu'à l'habitude, notamment en France, mais également en Belgique. L'impact climatique a été global au niveau mondial. Le climat s'avère être un des éléments les plus imprévisibles, mais aussi les plus marquants de la distribution généraliste. Notre affaire a fonctionné, je pense, très bien, démontrant une résilience que nous lui supposions, mais qui s'est avérée bonne, quasiment partout. Et vous le verrez tout à l'heure, l'impact principal au premier semestre sur nos chiffres vient des effets de change, et en particulier de la monnaie brésilienne et argentine. Alors, je vais faire un petit tour de nos activités, sachant que sur le plan philosophique, sur le plan de la chaire, sur le plan du business, je laisserai à Pierre-Jean Sévignon tout à l'heure commenter plus précisément les chiffres. Notre affaire, vous le savez, est à la fois européenne, asiatique et américaine du Sud. En Europe, l'Europe a bien fonctionné. Je considère que la stratégie qui a été suivie depuis quelques années est la bonne, avec d'excellentes évolutions, particulièrement en Italie, un modèle qui est en train de se clusteriser dans tous les modèles. Une Espagne qui montre une résistance maintenant durable, la Roumanie, plus petit pays mais qui évolue extrêmement bien, et on verra tout à l'heure qu'on s'approche désormais des premiers impacts de l'intégration de Billa, que nous avons racheté, une centaine de magasins. La Belgique, qui a été perturbée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant quelques temps par des incidents assez graves, et qui, malgré une concurrence extrêmement frontale, c'est un des pays où les mètres carrés de surface de vente per capita sont les plus élevés au monde, malgré une concurrence extrêmement forte, la société résiste bien. Que dire encore? La Pologne qui a une taille critique sans doute encore insuffisante aujourd'hui, se redresse bien, grâce à des méthodes, comment dirais-je, qui consistent à revenir aux fondamentaux du métier et aussi à mieux communiquer les valeurs de la société. Donc l'Europe a fait un bon parcours au premier semestre et nous en sommes satisfaits. L'Amérique du Sud a bien fonctionné, le Brésil notamment, dans un contexte compliqué, avec trois fusées, si je puis dire, dans sa carlingue, les hyper qui se remodèlent progressivement et qui sont quand même la fondation même de l'image de Carrefour en Amérique du Sud et qui reviennent bien en jambes, les supermarchés qui ont été pendant assez longtemps un peu abandonnés et que nous sommes en train de revitaliser avec succès et qui promettent dans l'avenir d'être un format de plus sur lequel nous pourrons compter, et les magasins de proximité qui témoignent d'ailleurs de l'intérêt, sinon au Brésil, de la proximité de nos clients et de l'avantage qu'il y a aujourd'hui, notamment dans les grandes métropoles, d'avoir des points de vente alimentaires le plus près possible de l'habitat de nos consommateurs. Je n'oublie pas Atacadão,
dont on parle beaucoup et qui continue d'être une branche extrêmement dynamique de la société, qui continue de performer à des taux tout à fait remarquables et à qui nous consacrons désormais une partie non négligeable des investissements qui sont faits là-bas. Je pense que ce modèle, dans la période actuelle, est extrêmement adapté à une conjoncture où l'économie n'est pas nécessairement très prometteuse. L'Argentine a bien marché. Les effets du changement de gouvernance ne sont pas encore là. M. Macri a été élu président argentin il y a quelque temps. On est dans une phase de libéralisation de l'économie qui n'a pas encore porté ses fruits et dont sans doute les premières stigmates se traduisent au niveau de la consommation par une réduction des effets discrétionnaires du gouvernement précédent. Mais nous sommes forts en Argentine, nous sommes les leaders du pays, multiformat aussi, et le pays a extrêmement bien résisté. Voilà pour l'Amérique du Sud. Évidemment, on peut dire que c'est l'Amérique du Sud aussi qui nous vaut l'impact le plus brutal des effets de change, puisqu'ils sont d'environ 6 ou 6,5% sur le semestre, ce qui est quasiment sans précédent. Mais nous regardons les chiffres avec un œil plus rivé sur l'économie que sur le résultat, y intégrant les effets de change, et nous continuons de progresser avec des gains de part de marché, des gains de trafic et des gains dans un certain nombre de clusters de paniers moyens. Donc l'Amérique du Sud s'avère aujourd'hui être un des leviers, être un des piliers puissants de l'entreprise. L'Asie, la Chine est toujours dans une évolution un peu confuse. Ce n'est pas qu'une évolution économique évidemment, c'est aussi une évolution politique. La production chinoise à bas prix est en train de se transférer progressivement en Asie du Sud-Est, avec des effets presque immédiats sur l'emploi. Et ces emplois ne sont pas à ce stade compensés par le développement des services encore. Et donc la Chine, sous l'égide de son gouvernement de plus en plus puissant, est dans une révolution importante consistant d'une part à reprendre la main sur le système bancaire, d'autre part à purger l'économie d'usines qui jouaient un rôle assez néfaste dans la pollution et l'environnement, de tenter de produire en substitut des choses qui auraient plus de valeur ajoutée et de s'appuyer sur la relance de la consommation intérieure. Alors ça, c'est un processus très chinois qui est massif, qui prend du temps, qu'on ne peut comprendre que si on y intègre la durée compte tenu des masses qui sont en jeu. Mais c'est quelque chose à quoi nous croyons beaucoup et il faudra de la patience et beaucoup travailler. J'ajoute qu'en Chine, c'est le pays au monde où le tsunami de l'Internet et de la consommation par le e-commerce s'est mis en œuvre avec la plus grande vigueur. On nous dit qu'environ 650 millions de Chinois aujourd'hui utilisent le e-commerce, donc c'est quelque chose d'absolument considérable. Il faut y voir là aussi l'idée qu'en Chine, le e-commerce, la digitalisation sont des images extrêmement fortes, extrêmement pertinentes de la modernisation du pays lui-même, et donc il y a un soutien objectif très puissant des autorités locales pour cette activité. Elle touche tous les secteurs, le non alimentaire et l'alimentaire, et donc nous sommes bien convenus les uns et les autres qu'il n'y a même pas de question sur l'importance du e-commerce là-bas, ni non plus dans d'autres pays. Le sujet, c'est de rejoindre le peloton en bon état et avec les bons moyens, en sachant que ma conviction aussi, en Chine comme ailleurs, c'est que ce e-commerce des pure players débouchera un jour sur une convergence avec des réseaux physiques, parce que le trafic est tel que la meilleure solution, c'est quand même d'avoir une succession d'entrepôts de taille progressivement plus petite pour être à distance et faible de nos clients, sans doute aussi avoir un lien de convivialité avec eux et des coûts de transport les plus compétitifs possibles sur la dernière partie de l'exercice. Donc voilà pour la Chine. En Chine, nous sommes donc
dans cette marmite bouillonnante qui est assez exceptionnelle à observer, sans doute exceptionnelle à vivre aussi pour nos gens. Et donc nous en profitons, je l'ai déjà dit mais je le renouvelle, pour un chantier de transformation de l'entreprise qui est massif et qui est déjà très bien engagé et dont je suis convaincu personnellement qu'il commencera à porter ses fruits dès cette année. On voit déjà une amélioration de nos chiffres d'affaires qui ne sont pas positifs encore, loin s'en faut, mais un retour à une forme de normalité qui, moi, me fait penser que nous allons faire quelque chose de très intéressant là-bas. Alors, le chantier chinois, et je commence par celui-là, puisque c'est quand même un des plus lourds, avec celui de la France que j'évoquerai tout à l'heure, c'est un chantier de transformation, c'est un chantier d'adaptation, c'est un chantier qui porte sur quasiment tous les items de notre métier. La digitalisation, je vous l'ai dit, elle est en cours avec une certaine dynamique. Elle ne représente pas encore des choses extrêmement substantielles de notre activité, mais elle est plurale, elle touche tous les secteurs. Elle s'appuie d'ailleurs sur des véhicules disponibles là-bas auxquels on peut se raccrocher. La publicité elle-même est en train de se digitaliser fortement en Chine. Moi, je suis tout à fait à la fois étonné et enthousiasmé de la capacité d'évolution de nos équipes sur ce plan-là. L'autre sujet qui est très important, c'est qu'on a réorganisé l'entreprise sur le plan logistique en intégrant des entrepôts que nous n'avions pas. Le plan est désormais terminé et l'organisation opérationnelle se fait dans un concept de territoire autour de ces entrepôts. L'intérêt que nous avons à faire cela, c'est que comme on va entrer par ailleurs dans le multiformat, e-commerce, petits magasins à très forte base alimentaire, nous savons pertinemment que la logistique maîtrisée par nous est fondamentale. Elle l'est à la fois pour avoir des coûts efficaces, elle l'est aussi parce que en faisant transiter les gammes de produits par nos entrepôts là-bas, alors que jusque-là c'était des grossistes qui le faisaient, nous avons beaucoup plus de garanties d'être livrés et d'éviter les ruptures. Elle est indispensable enfin pour nous permettre de canaliser dans un pays de cette taille où les territoires sont espacés de centaines ou de milliers de kilomètres, de canaliser convenablement la dispersion éventuelle de nos achats qui serait liée à une régionalisation très forte de l'offre. Donc cette logistique est en place. Le taux de pénétration de nos entrepôts par les produits que nous commandons est en train de progresser très fortement. Et on se prépare désormais à ajuster ces entrepôts au multiformat et en particulier à notre capacité de livrer des petits magasins qui démarrent à Shanghai, que nous allons aussi démarrer à Pékin, et qui sont des magasins aujourd'hui approvisionnés par ce qu'on pourrait appeler les black stores de nos hypermarchés, à partir de réserves d'hypermarchés. L'autre élément important en Chine, ce sont nos actifs. Nous avons un réseau de magasins exceptionnel, avec des emplacements historiques pratiquement incontournables, des actifs immobiliers dont nous sommes propriétaires, qui sont peu nombreux au regard de l'ensemble de notre réseau, mais d'une exceptionnelle qualité, parce que ce sont des actifs dont nous avons pris possession au tout début de l'arrivée de Carrefour en Chine, il y a 25 ans, dans des zones exceptionnelles. Et donc ces actifs-là sont, comment dirais-je, fondamentaux dans la compréhension de notre politique future, puisque s'agissant des centres commerciaux dans lesquels nous sommes, soit nous en sommes propriétaires pour quelques-uns d'entre eux, je l'ai dit, soit nous en sommes les gestionnaires dans la totalité, magasins et galeries. Donc on a une faculté exceptionnelle en Chine, si on prend le temps et qu'on le fait quand même avec une certaine énergie, de modifier le modèle que nous avons là-bas, qui est un modèle très souvent sur 2 étages, des magasins à 2 étages, d'en réserver un très largement en proportion des surfaces à l'alimentaire, puisque le frais continue de progresser extrêmement bien, que l'épicerie désormais doit intégrer des produits d'importation, des produits bio, des produits sans gluten. Le chinois va extrêmement vite pour adopter, je dirais, les dernières tendances occidentales en alimentaire, auxquelles il faut greffer évidemment des spécialités locales. Donc on va préserver notre force d'attraction de l'alimentaire. On a une remarquable image sur ce plan-là, des produits frais que moi je considère comme exceptionnels. On va donc améliorer cette image alimentaire et consacrer une partie de nos surfaces au fil de l'eau
à l'extension des galeries marchandes en y intégrant plus de services et plus de restauration. Parce que ça, c'est les deux grosses tendances qu'on constate en Asie. Elles sont évidemment liées au fait que le taux d'activité des femmes en Asie est considérable et que donc tout ce qui est restauration plus avancée, plus aboutie, service, devient quelque chose de très important. L'autre élément que nous sommes en train de tester, c'est lorsque nous avons néanmoins des magasins à 2 niveaux, de faciliter l'accès du premier niveau directement sur l'alimentaire pour éviter un parcours qui désormais peut s'avérer un peu trop long. Bref, je vous décris là une migration de nos actifs qui est essentielle, la reprise aussi en main de nos galeries marchandes avec la modernisation des réseaux adjacents à nos hyper, qui avaient quand même pris un petit coup de vieux dans l'histoire. Et tout ça fait qu'avec une politique tarifaire qui reste efficace, une communication qui est en phase de développement, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui compter sur l'effet pionnier dans des pays comme ça pour conserver le cœur des consommateurs. Il faut aller plus loin. On avait peu communiqué, on est en train de relancer la mécanique. La Chine se prépare. La Chine se prépare et je dirais que, pour revenir à des choses que j'ai déjà exprimées dans le passé, il est évident que devant nous reste la perspective d'une consolidation de notre activité, peut-être avec des acteurs locaux qui seraient complémentaires à nous. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, mais nous n'avons jamais été aussi près d'une perspective comme celle-là. Je l'avais évoqué peut-être il y a 2 ou 3 ans. Et l'idée, si vous voulez, c'est de faire peut-être en Chine quelque chose d'un peu similaire à ce que nous avons fait au Brésil, où l'ancrage local, que je considère toujours comme essentiel, je pense qu'on a fait une très bonne chose en allant trouver un investisseur brésilien qui, au demeurant, connaît également bien la distribution. Je pense que c'est une chose très importante. On voit que dans les perturbations politiques et économiques du Brésil, notre affaire n'a pas été handicapée par cette alliance, je pense bien au contraire, et que dans le futur, et je vous en dirai 2 mots tout à l'heure, si on devait faire évoluer les statuts de notre entreprise au Brésil, eh bien ce soutien-là serait extrêmement porteur. Donc la Chine progresse bien, grosse mutation logistique, mutation de l'organisation, mutation aussi de nos malls et de nos magasins. J'ajouterai aussi quelque chose qui me paraît important, une évolution significative dans l'assortiment, puisque il est évident que si Internet s'installe, et nous allons nous-mêmes en profiter dans l'avenir, il faut regarder comment se répartissent les ventes les plus probables entre ce qui est du e-commerce et ce que sont les magasins. Cet arbitrage-là, qui est un arbitrage de pondération de l'offre et d'ajustement de l'offre, est fondamental, sachant que par ailleurs, Internet n'est rien d'autre pour le consommateur qu'un énorme catalogue électronique sur lequel il peut consulter à tout moment la largeur de l'offre, le niveau des prix, la pertinence Donc tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se travailler. Donc moi, sur la Chine, et pour conclure, je reste extrêmement convaincu que la Chine est un pays considérable pour tout le monde, mais il est considérable aussi pour nous. Nous sommes dans une période incroyablement mouvementée, comme seuls les Chinois en ont le secret. C'est à nous de surnager dans tout ça, et on a bien envie de le faire, d'ajuster le tir et surtout d'accompagner nos équipes qui font un travail exceptionnel dans cet environnement et qui vont ressortir de là avec beaucoup de satisfaction. Vous le savez, ça a été dit, on a eu un impact substantiel sur nos chiffres depuis 2 ans, et là je crois qu'on commence à percevoir quelque chose qui, selon mon expérience, serait de l'ordre d'un redressement prometteur. Taïwan, juste à côté de la Chine, progression magnifique. C'est un plus petit pays naturellement, mais progression magnifique, double digit en chiffres, double digit en trafic, ça c'est grâce à Jérôme, double digit en panier moyen, donc toutes les cases sont remplies. Que se passe-t-il là-bas? Quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on a mis un manager nouveau, qui est un homme qui vient vraiment du business lui-même. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, était dans une réserve en Pologne, donc ça veut dire que c'est un Libanais qui a le sens du commerce absolument incroyable, et il capitalise sur ses 15 ans d'expérience dans le groupe, très très opérationnel,
pour prendre en main ce pays dans lequel les perspectives n'étaient pas absolument garanties et dans lequel, sous l'œil d'ailleurs ébaubi de notre partenaire local, il est en train de faire un redressement spectaculaire. Alors, quelle est la base de ce redressement? D'abord, la récupération d'une équipe ancienne qu'il a redynamisée d'une façon incroyable, le retour à des pratiques saines, simples, sobres, liées à l'exploitation des magasins, une compréhension de la concurrence qui nous étonne. On a Costco là-bas auquel il est en train de rendre la vie très difficile, et donc il entraîne tout l'équipage vers quelque chose de prometteur. Et j'ajoute aussi qu'il a assez vite compris l'importance du multiformat, puisque lui, il soutient, il anime et il active l'installation de supermarchés, et on s'aperçoit qu'il y a, alimentaire bien sûr, qu'il y a encore des créneaux à utiliser là-bas. Donc voilà pour l'Asie. L'Asie, nous y sommes, nous y travaillons, nous faisons face aux changements considérables qui existent là-bas, et je dirais même, je pense qu'on en profite aussi partout ailleurs, parce qu'on voit bien que ce qu'on constate là-bas, d'une façon ou d'une autre, est le symbole de l'énorme changement qu'il y a dans la consommation d'aujourd'hui. Je voudrais dire que, non pas pour justifier nos chiffres, mais pour les commenter un peu plus avant, la consommation intérieure en Chine n'est pas repartie avec l'intensité qu'auraient souhaité les autorités, tout simplement parce que les gens là-bas, je le rappelle, je le redis, doivent prendre en charge leurs aïeux, qui n'ont pas de couverture médicale, et une population qui vieillit de plus en plus. Donc les enfants là-bas sont respectueux des parents, ce qui n'est pas toujours le cas partout, et s'en occupent. Les gens en profitent pour s'équiper en appartement, parce que la surcapacité immobilière générée par le boom des 10 dernières années fait qu'il y a un accès possible à l'immobilier, sous-tendu d'ailleurs par des crédits qui se développent. Donc la consommation intérieure ne s'est pas complètement relancée, mais elle est devant nous. Elle est devant nous parce qu'une fois traversé cet énorme brassage que je vous ai expliqué, il est évident que la population chinoise, qui reste nombreuse, ne pourra pas en rester là. Moi, je suis extrêmement convaincu que nous allons trouver là-bas une opportunité fantastique de relance, et j'ajoute même une opportunité de travailler sur notre offre, peut-être d'une façon exceptionnelle, pour y créer de la valeur ajoutée. Je voudrais vous dire maintenant 2 mots de la France. La France, ça reste la base de l'entreprise, base historique, base culturelle, une énorme plateforme, on peut le dire, c'est quand même une société considérable. La France a très bien résisté dans le climat qu'on a connu. Elle continue de se déployer sur le plan logistique pour répondre aux exigences du multiformat. Elle continue de travailler sur la compétitivité de ses hyper, ce qui n'a pas été simple parce qu'on a dû faire face à une guerre de prix extrêmement virulente, matinée d'une intensité promotionnelle jamais vue jusque-là. Eh bien, la société s'en sort tout à fait raisonnablement, malgré évidemment quelques sursauts dans son chiffre d'affaires, mais qui sont liés aussi, aux aspects climatiques, hein, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais le climat en France a été pourri, d'ailleurs il continue de l'être, ce qui fait que toute la consommation outdoor classique à partir du printemps, que ce soit du camping, du barbecue, et du vêtement, mais aussi tous les produits alimentaires qui vont avec, hein, de la saucisse à nos jours, en passant par les grillades, etc., matinée de quelques boissons rafraîchissantes et euphorisantes, tout ça a subi le contre-coup d'un climat très défavorable. D'ailleurs, il a suffi de lire, c'est assez rare pour ça, hein. On voit que nos amis fabricants, qui ont dû aussi s'expliquer, ont bien communiqué sur l'évolution de leur propre volume, et on a vu que globalement, il y avait eu un reflux de la consommation des produits traditionnellement utilisés à cette période, sans compter les produits de piscine et tout. Donc la France a bien traversé ce premier semestre. Je pense que la société poursuit un certain nombre de transformations, notamment la transformation logistique. Nous serons passés de 67 entrepôts à 52 à la fin de cette année. Ça paraît un petit enjeu, mais c'est quand même un énorme travail, surtout si on y ajoute le fait que chacun de ces entrepôts est en train de devenir des entrepôts multiformats, ce qui va générer, et ce qui génère déjà une baisse substantielle des kilomètres transportés, c'est de l'ordre de 15%.
une amélioration du prix de revient de la manutention au colis, une amélioration évidemment aussi de la qualité de service, et tout ça s'est fait, je dirais, sans grosse perturbation et avec un accompagnement informatique qui n'a pas été simple non plus. Donc ce gros éléphant de mer se transforme progressivement et je pense que nous n'avons jamais été aussi près de le voir à la fois puissant et agile pour relancer son activité et je dirais se diversifier aussi. Parce que vous savez qu'en France, le bio est booming. Tous les produits un peu spécialisés, sans gluten, etc., sont demandés désormais même par les gens qui n'en ont pas besoin. Il y a une évolution incroyable et presque psychologique de la consommation qui fait que l'alimentaire, à base de produits sincères, bien faits, avec une offre bio élargie, est en train de prendre corps. Et donc le travail sur nos assortiments français est en cours. L'assortiment français, qui représente à mon avis un instrument formidable de défense quasiment dans tous les pays, c'est d'avoir une offre extraordinairement efficace dans le domaine des produits frais, une offre très efficace dans le bio et dans tout ce qui tourne autour du bio. Je rappelle qu'on est les premiers vendeurs de bio en France et d'assez loin désormais, d'avoir une offre de produits exclusifs et à ces marques qui soit compétitive sur certains segments avec les marques nationales et 300 ou 400 produits d'entrée de gamme qui permettent de fermer la porte aux barbares du hard discount qui prétendent trop souvent avec des produits no-name être les moins chers du marché. Je définis un peu dans les grandes lignes la stratégie qui est poursuivie en France et qui est en train de prendre corps. J'ajoute que ça fait l'objet aussi d'un travail sur le facing, sur le merchandising physique dans les magasins, parce qu'une telle transformation ne peut pas rester sans accompagnement de l'offre visible dans les sites. Donc c'est un très gros travail qui n'est pas toujours tout à fait compris, qui suppose beaucoup d'énergie, parfois de traverser des moments de tension, parce que quand vous voulez synchroniser l'informatique, la logistique, les magasins multiformats, et puis parfois les demandes un peu autoritaires des municipalités sur la taille des camions qui ne doivent pas réveiller les bobos le matin avant 6h30, ça fait des choses assez compliquées. Mais la France, vous en direz deux mots tout à l'heure, je trouve reste notre base expérimentale et domestique à laquelle nous sommes extrêmement attachés et qui, face à plusieurs compétiteurs qui revendiquent eux aussi le leadership en alimentaire, résiste extraordinairement bien. Voilà pour la France. Un petit mot peut-être sur le e-commerce. Le e-commerce en France se développe et ça débouche sur un portail dont je crois la modernisation est déjà visible, portail assez large, qui sera constitué de l'offre des magasins eux-mêmes, mais également de sites qui viennent l'environner, une constellation de petits sites très très sélectifs, vinprivé.com, un site pour les animaux, Croquetland qui est un mot qui plaît beaucoup à Jérôme. Nous avons aussi évidemment une agence de voyage qui s'est digitalisée et qui est une des toutes premières de France désormais. Nous avons évidemment la rue du commerce constituée. Ah oui, j'ai quelqu'un qui me donne mes notes désormais. Greenwiz, qui est le dernier petit site que nous venons d'acquérir. On l'a signé avant-hier, non? Oui. Voilà, ça c'est un site bio qui est tout à fait sélectif et qui offre des marques que les distributeurs à ce stade n'ont pas parce que les fabricants ne les mettent pas à leur disposition. Mais là on a trouvé à la fois un site et une équipe tout à fait formidable qui va s'intégrer dans l'ensemble de l'univers du bio et jouer son rôle pour nous faire avancer. Donc ce petit site bio vient s'ajouter aux autres et donc on aura un portail Carrefour par lequel peuvent transiter les consommateurs, qu'ils soient de la rue du commerce, qu'ils soient de Croquetland ou désormais de Greenwiz et de Vin Privé. Tout ça va faire une sorte d'écosystème du digital qui va, je vous assure, être quelque chose de très très bien. Alors,
on l'a fait un peu discrètement. Je sais qu'on a été très attendus sur ce plan. Est-ce qu'ils sont en avance? Est-ce qu'ils sont en retard? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que le vieux intègre le digital dans ses stratégies d'épicier, etc., etc. On l'a entendu. Je pense que tout ça progresse. Rassurez-vous, nous sommes entourés de jeunes qui ne s'en laissent pas compter. Mais pour reformater une entreprise de cette taille, il faut du temps, il faut le faire avec une certaine sécurité. Et je crois que c'est très très bien parti. On fait aujourd'hui, Drive compris, puisque le Drive est logé par la FEVAD dans les activités dites du e-commerce. On fait désormais plus d'1 milliard d'euros dans ce domaine en France et nous sommes tout à fait bien déterminés à le poursuivre. Donc voilà ce que je voudrais dire sur le premier semestre. Un premier semestre satisfaisant, dégradé par les effets de change, pour utiliser un mot qui fait un peu mal, mais franchement, ce n'est pas fondamental. Quand on regarde nos chiffres à euro constant, nous sommes en progression quasiment partout, à l'exception de la France qui a un peu subi les effets que j'ai décrits tout à l'heure, entre les grèves, les files de gens attendant l'essence, quelques attentats quand même qui ont été mauvais. On a eu un impact pendant quelques temps sur le footfall de nos affaires, principalement dans les grandes villes, dans les zones périphériques des grandes villes, où l'environnement socio-économique est un peu plus défavorable. Mais le multiformat a réglé ça et on a bien vu que ça a été un élément d'amortissage extrêmement fort de cette baisse de fréquentation temporaire que nous avons connue. Voilà. Alors moi, j'aimerais, et je vais vous passer la parole tout de suite, mon cher ami, pour parler des chiffres, j'aimerais vous dire que finalement, ce groupe dans lequel nous évoluons ensemble depuis bientôt 4 ans, non ? C'est un groupe qui est d'une force incroyable. Moi, je pense que Carrefour démontre aujourd'hui que c'est un groupe extraordinairement puissant, qui a eu ses moments difficiles, comme tous les grands groupes, bien entendu. Je crois que nous l'avons remis sur les rails. Et je vous en rappelle les 3 étapes, parce que souvent il faut remettre en perspective ce qu'on fait, peut-être pour que nos amis qui investissent ou qui envisagent de le faire soient rassurés sur le cap. C'est pas toujours aussi simple que ça, compte tenu du nombre de pays où nous sommes et des contextes aussi différents qui sont ceux que nous rencontrons. La première phase, ça a été un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire en gros, de dire recommençons à faire notre métier, on s'en est éloigné parce qu'on a eu des difficultés, revenons aux fondamentaux, faisons notre métier de commerçant. La deuxième chose que nous avons faite dans cette phase du retour aux fondamentaux, rééquilibrons un peu notre bilan qui nous met en risque, hein, et donc recentrons-nous, monétisons quelques affaires dont la taille ne nous permettra pas de les conserver rentables durablement et dont nos concurrents la valorisent plus que nous. Deuxième, avec un effet évidemment de désendettement, mais aussi de contraction des besoins en hommes que le groupe pourrait avoir dans les années suivantes. L'autre aspect, ça a été de relancer quand même très fortement l'intérêt de la société sur ses équipements, sur ses actifs structurants, c'est-à-dire l'informatique, la logistique et les actifs que nous avons commencé à remettre à niveau quasiment partout, sans exclusive. Ce qui a bien entendu généré des capex plus importantes qu'avant. Et je voudrais ici rappeler à tout le monde que les capex de Carrefour dans les années précédentes étaient quasiment ridicules. Et qu'en réalité, personne n'aurait pu continuer sur ce rythme-là. Donc nous sommes dans un métier qui a une forme d'intensité dans les investissements à laquelle il ne faut pas il faut pas la contourner, il faut vraiment l'aborder frontalement. L'important, c'est d'en générer quand même les returns autant que possible. Ensuite, ça, je dirais, c'est les années 2012, 2014, 2015. 2015, on prend le virage du multiformat vraiment. C'est-à-dire que tout le monde comprend, et je pense fait sien le fait que le multiformat alimentaire, c'est une solution, que cette solution est à la portée de main, puisque en réalité, ça va s'avérer être le motif stratégique le plus fondamental du rapprochement avec Promodès. Donc on fait une accélération du multiformat et de la diversification de nos petits magasins, et quasiment aujourd'hui tous les pays, hein, je crois pas qu'il y en ait un seul qui ne soit pas multiformat aujourd'hui.
et même la Chine, comme le souligne Pierre-Jean, où nous étions essentiellement une entreprise d'hypermarché. Donc ce virage du multiformat, qui est au fond la montée en puissance de la proximité dans une entreprise qui avait installé l'hyper comme un modèle gagnant, il l'a été très longtemps, le retour de la proximité, la montée en puissance de la proximité, s'est accompagné d'une relance de la croissance organique qui s'était arrêtée pendant d'assez nombreuses années après le processus de fusion. Et donc là, on a relancé les ouvertures pays par pays, mais aussi procédé à quelques opérations tactiques qui se prolongent aujourd'hui avec Villa en Roumanie, Eroski en Espagne, ça va être une trentaine d'hypermarchés compacts en Espagne, Villa en Roumanie, etc. Et enfin, ne l'oublions pas, une reprise en main des galeries commerciales qui a fait l'objet de la création de Carmila et qui est une société fondamentale pour nous, d'abord parce qu'elle sera créatrice de valeur, mais aussi parce qu'elle nous permet de valoriser nos murs de magasins qui seuls, au milieu de copropriétés immobilières, n'aurait sans doute pas reflété dans nos bilans la valeur d'actifs qu'elle représente. Et on va créer de la valeur tout simplement parce que ces ensembles sont susceptibles d'être redéveloppés, redéployés et attirer de nombreux commerçants avec nous. L'étape dans laquelle nous entrons maintenant, c'est la troisième, après l'accélération du multiformat et le retour aux fondamentaux, on peut dire que c'est une étape de conquête du client. Pourquoi? Parce que Carrefour a eu un système tellement puissant que moi je considère que c'est le système qui a ratissé le client. C'est le système qui a amené le client, puissance de l'offre, des prix extraordinairement compétitifs, des surfaces importantes avec des assortiments larges, des parkings permettant aux gens d'accéder rapidement et des emplacements de bonne qualité. Aujourd'hui, il faut que Carrefour accepte l'idée, et je pense que c'est vraiment dans les têtes, que les systèmes ne suffisent pas, il faut séduire les clients, les attirer et ensuite les capturer avec une offre durable et de bonne qualité qui intègre évidemment les services. Et donc cette conquête des clients dans laquelle le groupe est désormais entré, je pense que c'est ça qui va consolider demain la grande force de l'entreprise. Il n'y aura pas de modèle, à mon avis, équivalent si on le fait bien. Et c'est pour ça que cette conquête du client s'accompagne de la digitalisation. Parce que la digitalisation n'est rien d'autre qu'un mode de communication, de conversation, d'échange, soit à l'intérieur de l'entreprise, en mettant à la disposition de tout le monde des informations qui étaient précédemment des informations en silo. Donc on n'envoie plus les informations, mais les gens peuvent aller les chercher, donc c'est une question de flux. Et deuxièmement, c'est d'entrer en conversation aussi avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos investisseurs, avec nos actionnaires, d'une façon plus fréquente, plus soutenue, plus naturelle et plus vivante. Voilà l'étape dans laquelle nous entrons. Je voulais rappeler tout ça avant qu'on ne parle des chiffres du premier semestre, parce que je pense que ça peut permettre de bien éclairer la période dans laquelle on se trouve. Moi, je suis extraordinairement positif sur le devenir de Carrefour, même dans un climat géopolitique complexe. Je suis absolument convaincu que cette entreprise va rester le leader de la distribution, je dirais, et une énorme plateforme alimentaire généraliste. C'est-à-dire que le fonds de commerce majeur de Carrefour restera l'alimentaire, avec un positionnement spécialisé, des produits sincères, des produits de bonne qualité, des produits orientés vers le bien-être. Je pense qu'il ne faut plus sacrifier la qualité à des prix débilement bas. Il faut également conserver son image de prix. Moi, je suis extraordinairement convaincu que le modèle qui est en train de se construire sera d'une très grande résilience et d'une très grande modernité. Alors, dans les temps qui viennent, que puis-je vous dire d'un peu particulier qui viendrait encore conforter ce point de vue? C'est que sur le plan strictement financier, je vous confirme ce que j'avais dit il y a déjà un an ou deux, mais le temps fait son œuvre, mais surtout les conditions n'étaient pas là, c'est que nous confirmons l'idée que nous ferons une IPO au Brésil. On pense que le Brésil, qui est passé par une phase un peu étrange de sa gouvernance politique, est en train d'en sortir. D'ailleurs, sur ce plan-là, nous sommes éclairés par notre partenaire local, qui en convient aussi.
qu'il n'est pas du tout exclu que dans les 6 mois qui viennent, le pays se remette en selle sur le plan économique, parce que la psychologie et la confiance des consommateurs est fondamentale. Et donc, nous maintenons l'idée que, à condition évidemment acceptable, toutes choses étant égales par ailleurs, l'IPO du Brésil pourrait trouver son issue dans le courant de l'année prochaine. Deuxième chose, Carmila. Carmila, c'est le véhicule que je viens d'évoquer, de galerie marchande, dans lequel nous avons invité des co-investisseurs, qui sont des spécialistes de l'immobilier. Il est tout à fait légitime d'envisager également une IPO de Carmila en France, IPO qui aurait le mérite d'amener de la liquidité à ceux qui sont entrés et qui pourraient les souhaiter, mais aussi de nous permettre de concrétiser encore un peu plus la valeur créée et à créer de la société. Donc voilà, c'est les deux choses un peu particulières que je voulais préciser ici dans l'agenda qui nous attend peut-être l'année prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire. En termes de management et de gouvernance, c'est quand même le plus important. On a fait quelques modifications dans certains pays depuis quelques temps, en particulier en France. L'idée, c'est d'intégrer quelques cadres un peu bien formés, ayant une tête bien faite, connaissant déjà la maison, nous les connaissons aussi, et d'installer et d'instaurer une nouvelle génération de dirigeants dans ce métier qui, digitalisé ou non, continuera d'avoir besoin d'être animé, d'être guidé, d'être accompagné et soutenu. Donc nous sommes en train de mettre en place, quasiment partout aussi, une équipe de quadragénaires, je dirais à taux mesuré. Nous sommes aussi en train de féminiser l'entreprise. Je pense que Madame Caron, ici présente, ne pourra pas nier nos bonnes intentions sur ce plan-là. Et je pense que ça sera tout à fait réjouissant d'y arriver. Le thème de la diversité qui est en l'air aujourd'hui est plus que jamais. Et les entreprises comme les nôtres, ils sont évidemment non seulement contraintes, mais je pense qu'elles doivent l'intégrer comme une force et comme une opportunité. Ce thème de la diversité, je crois, est de mieux en mieux compris et de mieux en mieux intégré comme étant une capacité pour nous d'enrichir nos cultures et surtout de nous mettre en relation avec nos clients qui sont très très divers aussi. Voilà, je ne crois pas avoir oublié grand-chose. J'étais un petit peu long avant les chiffres que vous attendez tous avec une très grande impatience, qui sont presque sans surprise. Moi, je préférais vous parler un peu de la chair, des gens, et puis des actifs qui sous-tendent la valeur de l'entreprise, pour vous dire que tout ça est plutôt solide, que moi j'en suis très heureux. Je remercie d'ailleurs au passage les équipes magnifiques de Carrefour qui ont accompagné tout ça. Vous avez ici un Brésilien. Vous pouvez vous lever, monsieur? C'est vrai qu'il n'a pas l'air d'un patron de pays, c'est lui. Bon. Mais vous venez comme d'habitude, vous n'aviez pas prévu votre cravate. Donc ça, c'est monsieur De Martis qui dirige le Brésil. Alors, pour vous donner un exemple de ce que nous savons faire, monsieur De Martis, c'était le patron du contrôle de gestion groupe. Un homme pas très aimable, assez distant de l'humanité, plutôt perdu dans ses chiffres. C'est en train de devenir un grand patron de la distribution, je le lui dis, même si de temps en temps il est un peu autiste avec ses collaborateurs. Il fait un parcours magnifique au Brésil, magnifique, inattendu, surtout pour lui et pas pour moi. Donc ce type de modèle, on est en train de les démultiplier, de les mettre en place. Voilà. Jérôme et Pierre-Jean font un parcours superbe aussi. Je pense que c'est des métiers qui les intéressent. Et donc tout ça pour vous dire que autour de moi, les équipes de dirigeants se mettent en place aussi parce qu'on a trop tendance à les oublier. En réalité, c'est la clé du futur. C'était déjà la clé du passé, je pense. Plus que jamais, ça sera la clé du futur. Voilà. Donc mon cher ami, je vous donne la parole pour parler de quelques chiffres, s'il vous plaît.